Alors pour des jeunes de 17 ans, c'était quand même un certain traumatisme, ça, vous savez, on était dans l'angoisse et l'inquiétude, qu'est-ce qui allait se passer? L'exode, c'est quoi? L'exode, c'est la fuite des gens du nord de la France, de la région parisienne, vers le sud de la France. Alors ça veut dire que par ici, toutes les routes étaient submergées par des voitures de charretières tirées par des chevaux de ferme, des voitures d'enfants, des voitures automobiles, des remorques, des troupeaux d'animaux. Impossible de circuler jour et nuit, ça n'arrêtait pas. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Absence de ravitaillement, absence de docteurs, tout le monde était parti, il n'y avait plus de police, plus de gouvernement. C'était la débandade. Moi j'ai vu des horreurs, des femmes accouchées dans les fossés, des bébés qui n'avaient pas de lait, et puis alors les animaux qui n'avaient pas à manger, particulièrement les vaches qui mouraient dans les fossés aussi. C'était quelque chose de horrible. Et puis alors ça a provoqué aussi l'égoïsme des gens. Parce qu'il y a eu des bagarres, les gens voulaient passer plus rapidement, les gens voulaient se sauver rapidement. Alors il y a eu des bagarres, des viols, des assassinats, des vols, ça a été quelque chose de terrible, vous savez, cette époque de l'exode. Et puis un jour, le 14 juin 1940, les officiers français sont passés, nous ont dit « Les jeunes, il faut partir, les Allemands sont à Paris, demain ils sont ici, ils vont vous mutiler ». Alors on est parti à bicyclette. On franchissait rapidement les colonnes de réfugiés et on est arrivé dans les bois de la Sologne, on a vu le bombardement massif de la ville d'Orléans et le jour où on reprenait la bicyclette, et là c'était le carnage, le mitraillage par les Messerschmitt 109, les avions de chasse allemands, mitraillaient les colonnes de réfugiés. On se sautait de bicyclette, on se cachait dans un fossé, et quand on ressortait, c'était le carnage. Les femmes dans des mares de sang, les vieillards, les enfants, les chevaux éventrés, les voitures pulvérisées, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, ça vous marque quand même terriblement, ça. Hein. Et puis on reprenait la bicyclette, et arrivé dans le département de la Creuse, ce sont les Italiens qui nous ont mitraillés dans les mêmes conditions. Parce que l'Italie venait de déclarer la guerre à la France. Plus de gouvernement, plus de police, plus rien du tout. Qu'est-ce que la France allait devenir? On se posait la question avec beaucoup d'inquiétude. Même certains ont pensé qu'un pays comme la France allait disparaître après avoir donné tant au monde, c'est vrai. Hein. Alors on est resté et on a entendu l'appel du maréchal Pétain, le 17 juin 1940, qui disait « Français, rentrez chez vous, arrêtez le combat, je suis là ». Ça nous a quand même un peu remonté le moral, parce qu'au moins quelqu'un qui s'occupait de nous. Et le lendemain, 18 juin 1940, beaucoup ne l'ont pas entendu, moi je l'ai entendu, l'appel du général de Gaulle de Londres qui disait « Français, vous connaissez l'appel, venez me rejoindre à Londres ». Alors on est resté 3 mois dans cette partie de la Creuse, on s'est embauché dans des fermes, pour manger bien sûr. Hein. Et au bout de 3 mois, on nous a autorisés à rentrer en zone occupée, c'est-à-dire dans notre région, chez nos parents. Alors, la résistance, c'était un balbutiement au départ, vous savez, on mettait sur les voitures allemandes levées avec la croix de Lorraine, à bas Hitler, vive de Gaulle, fallait pas se faire prendre, mais c'était... Et puis il y avait des postes émetteurs dans les granges, dans les caves, des tracts qu'on distribuait, tout ça, ça a commencé. On écoutait la radio anglaise, alors le soir, la voiture allemande passait, puis avec leur détecteur, ils donnaient un coup de botte dans la porte, ils rentraient et ils prenaient le poste de TSF où ils embarquaient quelqu'un, c'était comme ça, il fallait faire très attention, quoi, bien sûr. Ça a été une époque de délation, de dénonciation et de trafic, un trafic considérable, c'est pas croyable, vous savez, ça a été... C'est pour ça que c'est une époque où il faut bien que les jeunes soient bien informés pour ne pas que ça recommence. On précise bien qu'on ne s'est pas battu contre les Allemands, on s'est battu contre le système nazi. Parce que dans les Allemands, ils ont souffert terriblement aussi, vous savez. Peut-être qu'au début de l'avènement d'Hitler, une grande majorité était pour lui, hein, ça c'est certain. Mais après, moi j'ai été envoyé travailler de force à Berlin par le maire de mon village, qui lui était un ancien combattant de 1914, mais du côté des Allemands. D'ailleurs, il nous avait donné avec mon frère comme otage pour être fusillé, parce qu'il y avait un soldat allemand tué dans la forêt de Fontainebleau. Et c'est justement, je vous le disais, le général von Stucknagel, le gouverneur militaire de Paris qui était à Barbizon, qui a arrangé la chose pour ne pas que ça aille jusque-là, pour ne pas qu'il y ait cette fusillade, vous voyez. Et le maire du village m'a donné mon nom pour que, à la fin de 1942, je parte travailler en Allemagne. Et là, on m'a donné mon contrat, c'est-à-dire que je devais aller balayer la neige sur le front russe.
Et en fait, je suis resté dans un camp de triage à proximité de Berlin, et là on nous a choisis avec un petit camarade de maçon comme moi, j'étais maçon, pour travailler à Berlin. J'ai vu beaucoup d'horreurs et ça m'a conforté dans mon désir de me battre. Et un soir, je suis rentré à la chambrée et j'avais vu des tas de choses. J'ai dit à mes copains, il faut que je parte, il faut que je me batte dans la résistance. Et mon camarade a obtenu une permission et ils se sont concertés pour me donner sa permission. Et j'ai eu, le 2 janvier 1944, le patron de l'entreprise m'a laissé partir. Je suis donc rentré en France. Et c'est là que je n'ai pas pris le chemin de Berlin, bien sûr, j'ai pris le chemin opposé. Mais c'est un chemin qui est très difficile, il n'y a pas de panneau indicateur pour le maquis. Alors oui, il n'y avait pas d'affiche qui indiquait « Engagez-vous dans la résistance ». Et en plus, les Allemands avaient créé des faux réseaux de résistance. Alors c'était très dangereux. Mais vous savez, j'ai eu une chance insolente, je suis passé à travers tout. La veille de partir à Berlin, on était dans des HLM, et on n'avait pas de place, on était dans la porte d'entrée, c'était bourré complètement. Il y avait la cour et d'autres HLM, et à 2 h du matin, alarme. Bombardement américain. Et aussitôt, la vague des bombardiers arrive et commence à lâcher leurs bombes. C'est quelque chose d'effrayant, ce fracas. Et les chasseurs allemands décollent et tirent des balles traçantes qui laissent une traînée lumineuse. La DCA allemande tire des obus traceurs qui laissent une traînée lumineuse. Le ciel était, je dis, c'était presque féerique. Malheureusement, ce n'était pas le 14 juillet. Hein. Et d'un seul coup, on entend un bruit, alors un fracas épouvantable, un bruit, une explosion. Moi, je l'ai vu, tout ça. Un bombardier américain qui explose et qui tombe en flammes, quoi, vous savez. Et alors, il y avait un Français à côté de moi que je ne connaissais pas. Il me dit, tu te rends compte, tout ce qu'on voit là, on va se faire tuer. Il y a de la place de l'autre côté, on va y aller. Moi, je reste là. Le pauvre, il est au milieu de la cour, il a été tué sur le coup. Je ne sais pas si c'est une balle perdue ou si c'est une bombe incendiaire, je ne sais pas toujours, il était tué. Vous voyez, comme quoi. Et j'étais donc parti dans le département du Lot. Alors, je suis arrivé à la gare de Montpezat, la nuit, avec mon copain. Tout s'est bien passé. On est passé à la gare d'Austerlitz à travers les rafles. Mais c'est une chance insolente, vous savez, je suis passé à travers tout, moi. Hein. Vous allez voir. Et on arrive donc dans le département du Lot, dans une ferme où la fermière, son mari avait été tué en 1940, elle était de la résistance et elle contrôlait, elle était chargée de contrôler les futurs résistants. Alors pendant 10 jours, on est resté chez elle. Moi, je travaillais avec elle, j'ai toujours été habitué à travailler. Et le 10e jour, elle nous a dit, voilà, on va venir vous chercher, cachez-vous dans les buissons. La traction avant, fameuse traction avant des résistants est arrivée. La portière s'est ouverte, on nous a tiré brutalement, le canon de la mitraillette sur le ventre, et on nous a interrogés. Et on est arrivé la voiture est partie, a démarré en trombe, on est arrivé dans le château de Sieurac, château féodal, et là, le chef venait de s'évader de la prison de Toulouse, on lui avait arraché quelques ongles de la main, il avait des pansements, et il nous a tenu ce langage. Vous voulez rentrer dans la résistance, à partir d'aujourd'hui, vous êtes considérés comme des hors-la-loi. Si vous êtes pris, vous êtes torturé et fusillé. À partir d'aujourd'hui, vous reniez votre famille, vous n'écrivez plus, on ne vous écrit plus. Vous abandonnez votre nom, vous prenez un pseudonyme. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la France. Vous avez 48 heures pour réfléchir. Moi, j'ai signé tout de suite. Mon copain, c'était un trafiquant, il n'était pas très chaud. Et puis, on est resté en observation très sérieuse. C'était très bien organisé, une discipline de fer pendant 10 jours. Et après, alors, une particularité, parce que ça fait partie du jeu, tout ça, dans cette grande salle immense, avec des dalles en pierre qui ajoutaient à la froideur du lieu, il y avait la cheminée monumentale. Et là, il y avait un gars qui était à côté, pas très grand, son pseudonyme c'était Hercule. Il m'appelle, il parlait couramment allemand, il me parle de Berlin, il connaissait très bien Berlin, ça m'a beaucoup choqué, mais enfin il était là, il y avait une raison. Bon, et puis après, on m'a chargé de m'occuper du ravitaillement et c'est lui qui m'emmenait avec la camionnette chez les paysans chercher un mouton, des pommes de terre, parce qu'on payait, on n'était pas des bandits. Hein. Et ce type-là, on a eu, dans les parachutages par exemple, il renseignait les Allemands, c'était un sous-officier des renseignements allemands. Il a fait fusiller une centaine de maquisards, c'était un Français. Hein. Et à la Libération, il a été arrêté et fusillé à Cahors. On était vous savez, c'était terrible quand même. Et puis, bien sûr, les premières opérations ont commencé, c'est-à-dire faire sauter les trains. Moi, j'ai été faire sauter les trains sous un tunnel,
C'est horrible, bon. Et puis après ça, les parachutages. Alors les parachutages, c'est encore autre chose. C'était par le truchement des messages personnels. On communiquait avec Londres, enfin notre état-major communiquait avec Londres, et le message personnel qui a été répété 3 fois dans la journée, le parachutage était pour nous. Par exemple, Barbizon est un joli coin, je l'ai entendu ça. Et on se rend donc sur un terrain plat, dans le département du Lot, c'est pas facile d'avoir un terrain plat, balisé par des feux de paille, et vers 1 h du matin, l'énorme Lancaster anglais arrive, le 4 moteurs, à faible altitude et largue ses containers. Les containers, c'est-à-dire les cylindres en fer qui contenaient des armes, des munitions, de l'argent, des vêtements, tout pour se battre. Et on avait des camions P45 qu'on avait piqués où on pouvait, parce qu'on ne nous donnait rien, on n'avait pas de carburant, rien, c'était le gazogène. Et voilà comment ça se passait. Et l'avion faisait un tour à très basse altitude, et dans le cockpit, je voyais le copilote qui faisait des signaux avec sa lampe électrique, ça voulait dire mission terminée. Il repartait sur Londres, il arrivait ou il n'arrivait pas, ça c'est une autre histoire. Et alors souvent, avec le trade dont je vous parlais, quand on avait chargé les camions, les Allemands étaient dans les bois voisins, les mitrailleuses braquées, ils tiraient, c'était le carnage. Moi, je m'en suis toujours sorti, mais c'était affreux ce qui se passait. Et puis c'est eux qui ramassaient le bénéfice du parachutage. Alors on se battait jour et nuit. On recevait des ordres de mission, on avait attaqué la Gestapo, on était attaqué la commandanture à Villefranche-de-Rouergue, mais c'est pas croyable. Mais vous savez, ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais le dire maintenant, c'est ça, c'est la beauté de la jeunesse, l'enthousiasme, l'insouciance et parfois l'inconscience. C'est ça qui nous permettait de faire des choses formidables. Maintenant, quand j'y pense, parce que j'y pense, hein, j'ai froid dans le dos. À l'époque, on n'y pensait pas. On était tous comme ça. Pourtant, on était dans le danger, on n'avait pas de papier, on n'avait rien du tout. On était vraiment des clandestins. Alors si on était pris, on n'avait pas de défense. Un jour, on nous réunit dans une grange, la grange brûlée. Et au tableau noir, ils nous inscrivent ce qu'on allait faire. Alors là, ce n'était pas de la guérilla, c'était un front. On allait faire, pour attirer les Allemands, c'était le 10 avril 1944. Je suppose que ça laissait supposer la préparation du débarquement. On ne le savait pas, mais c'était ça. À 4 h du matin, on a réveillé les paysans, on a fait atteler les bœufs, charger les grosses pierres, faire un barrage en chicane. Et moi, j'étais sur une petite colline, je dominais la route en voltigeur de pointe. On avait fait des trous individuels, on dominait le barrage. Et notre état-major avait envoyé quelqu'un à Cahors pour informer les Allemands qu'on procédait pour qu'ils viennent vers nous. Et dans la matinée, ils sont arrivés, 3 ou 4 voitures allemandes sont arrivées, ils se sont bloqués sur le barrage, mais vous savez, c'était des vrais soldats, puis ils étaient bien armés, ils ont descendu, ils ont commencé à nous arroser. Et bien sûr, moi j'avais les ordres, je devais attendre un coup de feu pour donner l'ordre de tirer, j'ai donné l'ordre de tirer. Et là, il m'était arrivé quelque chose quand même. Et c'est curieux, c'est ce que je ressens dans le livre que j'ai là de Élie de Saint-Marc. Et j'ai ajusté, bien sûr, je l'avais dans la ligne de mire, j'ai appuyé sur la gâchette et je ne l'ai pas tiré. Je me suis dit, tuer un homme, c'est pas possible, il a une femme, il a des enfants, ça a été fugitif, ça a été rapide. Bon, puis après, c'est la guerre, c'est lui ou c'est nous. Mais sur le moment, je dis, c'est horrible ça, vous savez. Et puis, pour parler du livre d'Élie de Saint-Marc, ce sentiment que j'ai retrouvé dans son livre, qui disait, c'est ça qui est terrible, l'ivresse et la jouissance de tirer, justement. C'est terrible, vous savez. Et une fois que le coup de feu est arrêté, on a presque un regret, un remords d'avoir tiré, vous voyez. C'est curieux ce qui se passe dans la tête d'un homme, ce moment-là. Hein. Parce que vous savez, on est tous d'un naturel guerrier en général, même quand on ne l'est pas, on le devient. C'est terrible, ça. À ma droite, j'avais un groupe de mitrailleurs et de fusils mitrailleurs. À ma gauche, c'est-à-dire à 15 km de là, le commandant du maquis avait pris la ville de Cajar. C'était une opération d'envergure. Hein. Il paraît qu'il y avait 900 Allemands contre nous. Dans l'après-midi, le lieutenant me fait descendre sous la mitraille. Il me dit, voilà un sac avec des couteaux à cran d'arrêt et des grenades offensives. On va se battre au corps à corps. Défense de reculer. Quand je suis remonté, il donnait ça aux copains. Il y avait un Américain, dans mon groupe, c'était le premier l'Américain. Alors lui, il n'était pas content, lui. Hein. Il y avait 2 Espagnols, un Italien, puis des Français. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai dit non, le massacre arrive, c'est plus possible. J'ai envoyé mon agent de liaison au PC, il est revenu, il me dit, il n'y a plus personne, ils sont tous partis, on n'était plus que tout seul avec notre groupe de 8. Alors j'ai donné l'ordre aux gars de partir les uns après les autres.
Et à un bout de moment, je me relève, comme d'ici le fond de la cour, ils étaient là. Alors je me relève pour prendre ma mitraillette, et là, un jet de sang, j'avais été touché, je tombe. Et ils foncent sur moi en hurlant et en me tirant dessus. Et moi, je lâche tout, et puis je marchais. Sur le moment, ça brûle, bon. Et il y a un copain qui sort, son pseudonyme, c'était Mermoz. Il était en uniforme d'aviateur, il sort d'un buisson, il me dit « Pépel, ils vont te tuer, couche-toi !» Pan, il prend une balle en pleine tête, tué sur le coup. Puis je suis arrivé sur la route de Cahors à Cajar, et là je me suis assis sur un muret. J'avais un match arraché comme ça, le pantalon arraché, plein de sang, je ne pouvais plus marcher. Alors j'avais ma mitraillette, je l'avais laissée là-haut, j'avais mon revolver, j'étais bon comme la romaine. Hein. Et là, vous savez, il se passe quelque chose dans votre tête. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère parce que... Puis j'ai pensé à mon père, mon frère, mes sœurs. Mais première réaction, j'ai appelé ma mère. Et ben non, c'était pas mon jour. Il arrive 3 copains, dont celui que je vous ai parlé tout à l'heure, Charles Boissard, cheminot, là. On était devenus comme 2 frères, on s'entendait très bien, on était du même âge. On avait fait des projets pour l'après-guerre d'ailleurs. Et il me dit, moi je te laisserai pas, il me prend sur ses épaules, nous voilà partis sur la route, mes pieds traînaient par terre. Et là, nouvelle attaque des Allemands. Il a fallu quitter la route pour descendre vers le Lot, dans les ronces et les rochers, j'avais la figure en sang. On arrive dans une ferme, toujours sur les épaules de mon copain, il m'avait repris. Et le fermier était là, le pauvre homme. Et mon copain lui dit, il est foutu, il faut le garder. Alors on me met dans une étable pas plus grande que ça, désinfectée, la porte était là, on m'allonge comme ça ici, avec de la paille. Et les 3 copains au garde à vous, et Charles, mon copain, fait un discours en disant « Pépel, il faut que tu meures pour que les autres vivent, vive la France, vive de Gaulle ». Et ils s'en vont, persuadés que j'étais perdu. La patrouille allemande arrive dans la cour. J'entends l'officier, en bon français, qui dit « Il y a du maquis, j'ai vu du sang ». Parce qu'ils avaient matraqué le fermier, sa femme aussi. Ils n'ont pas fait beaucoup de mal, mais ils ont quand même fait des dégâts. Un coup de botte dans la porte, ils rentrent. J'étais là, ils vont jusqu'au fond de la pièce, ils ressortent, ils ne m'ont pas vu. Ils s'en vont avec le fermier à coups de crosse dans le dos, par le petit sentier dont je vous ai parlé, et ils trouvent mes 3 copains. Ils les font endosser le long du rocher, ils leur ouvrent le crâne avec la crosse de la mitraillette. Ils les ont brutalisés, ils n'ont pas été torturés, paraît-il. Ils les ont ramenés vers moi. De nouveau, un coup de botte dans la porte, ils rentrent. Je vois plusieurs soldats allemands qui chahutaient. Ils vont jusqu'au fond de l'étable, ils ressortent. Ils ne m'ont encore pas vu. Et mes 3 copains ont été emmenés à Toulouse, jugés et fusillés le 19 avril 1944. Et puis moi, je suis resté là. Alors, le fermier, il s'est bien débrouillé, ce pauvre. Il vient de mourir, 94 ans. Là. Tous les ans, j'y vais, hein, mais là, il vient de mourir. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, parce qu'il risquait sa vie. Et la bagarre continuait. Et il a fait venir un vieux major en retraite. Je le vois encore trading avec son chapeau et son costume. Et ça, j'entends ce qu'il a dit tout de suite. Oh là là, mon diagnostic est tout fait. Si on ne le perd pas ce soir, demain matin, il est trop tard, on lui coupe la jambe, c'est la gangrène. Et là, je commençais à se souffrir, j'avais un amas de chair raché, comme ça, c'était plein d'asticots, tout vert. La balle était restée dedans. Alors le fermier, le pauvre homme, je ne sais pas comment il a fait son compte, hein, il a fait venir l'ambulancier de l'hôpital de Cahors, qui est venu me chercher spécialement avec sa voiture personnelle. Et ce gars-là, c'était un Français, membre de la Gestapo allemande. Ouais, vous voyez, hein, des péripéties. Membre de la Gestapo allemande. Et il m'a emmené dans sa voiture, et grâce à lui, j'ai franchi les barrages allemands. Les Allemands le saluaient, ils le connaissaient. Hein. À la Libération, il a été arrêté, condamné, gracié, parce qu'il m'avait sauvé la vie.